Allez, c'est parti, excellent webinaire. Merci beaucoup, Christophe. Et c'est parti, il est 14 heures. Bonjour à tous et bienvenue. On est ravis vraiment de vous retrouver pour ce webinaire organisé par MyRHline et Mouvoine. Un grand merci à nous une nouvelle fois pour votre présence. En ces temps compliqués, c'est toujours agréable de trouver des occasions de se retrouver pour échanger, pour pouvoir discuter. Bon, même si concrètement, avouons-le, on commence à avoir l'habitude. Les webinaires, ce n'est plus quelque chose de nouveau maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de passer aux présentations. Donc, je suis Aurélien Lemasson-Théobald, je suis Senior Content Manager chez Mouvoine. J'ai rejoint l'équipe il y a à peine plus de 2 mois et je suis déjà en train d'animer un webinaire, donc je suis hyper content d'être là. Pour ce webinaire, je suis accompagné par Nathalie Ducret, qui est Chief Coaching Officer chez Mouvoine. Nathalie, je te laisse te présenter. Merci Aurélien, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, Chief Coaching Officer chez Mouvoine avec ce titre depuis septembre, mais une histoire longue avec Mouvoine puisque je suis moi-même coach depuis 12 ans et en fait, j'ai rejoint l'aventure Mouvoine dès le début, il y a bientôt 6 ans, en tant que coach de la communauté Mouvoine. Et avant ça, mon passé professionnel, j'ai été en entreprise une quinzaine d'années dans des postes commerciaux, marketing et manager. Donc, en fait, j'ai été manager, puis coach, et là, je me retrouve manager-coach chez Mouvoine. Donc, nous allons en parler. Effectivement, donc un parcours bien riche. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous parler de Mouvoine en quelques mots, juste histoire de démarrer les slides. Donc voilà, histoire que vous puissiez avoir une jolie photo de nous. Donc, comme je vous disais, Aurélien et Nathalie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Mouvoine, qu'est-ce que c'est? C'est une solution digitale de coaching dont la mission est de libérer le potentiel humain en accompagnement la transformation des entreprises au niveau individuel, collectif et organisationnel. Mouvoine, c'est avant tout une aventure familiale qui a été démarrée il y a plus de 5 ans maintenant par un coach professionnel, Alain Manoukian, accompagné de ses 2 fils, Hugo et Axel, qui avait pour mission de démocratiser le coaching en le digitalisant. Depuis, donc 5 ans plus tard, presque 6 ans même, Mouvoine a bien grandi. Nous sommes près de 60 collaborateurs. Nous avons lancé plus de 200 programmes de coaching chez plus de 200 clients grands comptes, avec notamment 60% du CAC 40. En presque 6 ans, donc, nous avons accompagné plus de 10 000 collaborateurs avec un taux de satisfaction de recommandation de 99%. Si vous avez d'autres questions sur Mouvoine, le coaching ou tout autre sujet, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Là, vous êtes tous très nombreux à nous dire bonjour, et donc bonjour à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Nous répondrons aux questions au fil du webinaire pour que ce soit le plus interactif possible, parce que c'est vraiment le but est que nous allons vous poser des questions, nous allons vous poser des sondages, et le but est que vous participiez, que vous donniez votre avis, parce que nous sommes vraiment là pour engager une discussion avec vous. Et nous réserverons également, bien évidemment, un petit temps en fin de session pour répondre à vos questions. Juste avant de commencer, sachez que nous organisons très régulièrement des webinaires, des événements et nous proposons aussi du contenu autour du coaching et du développement personnel. Et je vous invite donc à nous suivre sur notre page LinkedIn pour ne rien manquer de nos futurs événements. Le lien vient de s'afficher d'ailleurs dans le chat si vous voulez nous suivre sur LinkedIn pour ne rien manquer du futur. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Donc évidemment de management hybride et de la posture de manager coach, oui c'est ça. Dans un premier temps, donc, nous allons parler de l'avènement du management hybride pour voir un peu qu'est-ce que c'est et du coup quels enjeux ça soulève. Nous nous pencherons ensuite sur les comportements clés qui permettent de s'adapter à ce management hybride et nous finirons par aller un peu plus en détail sur la posture de manager coach et de son adéquation avec les besoins abordés précédemment. Ah oui, ah oui, genre je parle toujours aussi vite, c'est vrai, parce que vous constaterez très vite que je suis quelqu'un de très enthousiaste et que donc du coup ça se traduit par un débit de parole assez élevé. Mais donc s'il y a un moment où je parle un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire, je ralentirai aussitôt. Mais bon, je pense que c'est positif. Et par J'aime bien contre, une penser ça. personne qui n'entend pas, donc effectivement, oui, on respire, quelqu'un écrit aussi. Je respire. N'hésitez pas, peut-être Julien, tu peux aider pour les réglages à distance, si vous pouvez aider Marie-Christine, donc qui n'entend pas bien. Oui. Donc effectivement, ce n'est pas normal. Effectivement, vous pouvez répondre. Absolument. Si vous n'entendez rien, il vous suffit souvent d'actualiser la page et en termes de navigateur, nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome parce que c'est celui qui fonctionne le plus, enfin le mieux, même tout simplement. Très bien, donc maintenant, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de laisser Nathalie parler, comme ça, moi je peux respirer un petit coup. Alors, commençons d'abord par le management hybride. D'abord, moi je vous propose, en fait, pour vous mettre tout de suite dans le bain, de vous poser une petite question qui permettra de définir vraiment beaucoup plus rapidement ce qu'est le management hybride. Vous allez avoir une question qui va s'afficher sur votre écran et elle est toute simple. Comment travaillez-vous depuis 6 mois? Est-ce que vous êtes majoritairement en télétravail? Est-ce que vous êtes majoritairement au bureau? Ou est-ce que vous êtes autant en télétravail qu'en bureau?
Le sondage, normalement, s'est affiché sur votre écran. Je vous laisse voter. Je vous laisse quelques petites secondes pour voter. Là, c'est bien. Je vois déjà pas mal de réponses qui arrivent. Allez-y, continuez, parce que plus on a de réponses, mieux c'est en termes de fiabilité. Donc, c'est très bien. Alors, la présentation, oui, vous pourrez la voir. Je vois une question, effectivement, de Laurence. Vous pourrez avoir la présentation, bien évidemment. Donc vous n'êtes pas obligé de lire ou de prendre des notes de façon très organisée, mais vous aurez les slides à la fin. Alors, je laisse encore quelques petites secondes, 5 secondes peut-être, pour pouvoir, avant d'afficher les résultats. Je vois que là, nous avons déjà beaucoup de réponses. Et c'est parti. Très bien. Donc là, vous avez les résultats qui s'affichent. Donc vous êtes majoritairement, donc même une grosse majorité à avoir répondu que vous êtes en télétravail. C'est évidemment pas une surprise. Hein, donc à 60% effectivement, majoritairement en télétravail, 15% majoritairement au bureau et 9% autant en télétravail qu'au bureau, pardon. Donc c'est finalement pas très surprenant parce qu'effectivement c'est le contexte actuel fait que. Alors, donc du coup, je vous propose de retourner sur notre présentation. Et donc, du coup, là, ce que vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais en répondant à cette question, vous venez presque de définir le management hybride. Et pour cela, je vais laisser Nathalie le présenter. Nathalie, c'est à toi. Merci. Effectivement, le management hybride. Alors, on parle beaucoup d'hybride en ce moment. Il y a quelques jours, je parlais de ce webinaire devant mon petit garçon de 6 ans et il me dit « Ah, tu vas parler des voitures ?» Oui, parce que hybride, c'est les voitures, c'est du « et essence et électrique ». Il y en a qui diraient c'est « et en même temps ». Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit là. Votre sondage le montre bien. On vit du télétravail et du bureau et des fois, on ne sait plus trop. Et tout porte à penser que cela va s'installer dans le temps post-Covid. Parce qu'on ne peut pas dire encore qu'on est post-Covid, hein, on espère, mais pas encore. Mais post-Covid, tous les signaux montrent que cette configuration hybride va s'installer. Notamment, il y a eu une étude intéressante, Work and WeWorked de Microsoft, qui a interrogé de nombreux dirigeants d'entreprise et 90% des dirigeants d'entreprise disent qu'ils sont prêts à adopter l'hybride, mixer le télétravail et le travail sur site, parce que en fait, les entreprises sont plus productives qu'avant avec ce mode-là. On sait que PSA a déjà, il y a 1 an, annoncé le mode hybride dans la durée, puisqu'ils ont dit quoi qu'il en soit, 3,5 jours en télétravail et 1,5 jours de présence au bureau, même post-Covid. Des collectivités locales, là j'ai vu quelqu'un d'ailleurs d'une collectivité qui me disait les collectivités locales étaient quand même assez résistantes au télétravail, et bien là, ça y est, les accords de télétravail se mettent en place, parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix post-Covid. Donc ce travail hybride, il s'installe. C'est quoi l'hybride? Eh ben, c'est justement une partie des équipes réunies au bureau et les autres dispersées. Et dans le dispersé, c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes sur le fait que y a des télétravailleurs, donc qui seront peut-être le lundi en télétravail, le mardi au bureau, donc du télétravail classique, mais aussi du full remote. Donc cette situation qu'on a vécue a permis presque à autoriser aux entreprises de considérer les talents partout géographiquement. Et on va avoir de plus en plus des équipes qui acceptent de prendre, alors qu'avant c'était peut-être plus difficile pour elles de le considérer, des personnes qui sont loin du siège. Moi-même, dans mon équipe, on vient de recruter Maud, bonjour Maud si tu es vers là, qui est installée à Marbella. Elle a fait un bon choix. Et en fait, son talent justifie le fait qu'elle nous rejoigne à l'équipe. Alors, elle travaille avec nous à distance et on l'aura de temps en temps. Elle viendra nous rendre visite de temps en temps. L'autre notion aussi de l'hybride qui est intéressant à noter, c'est les salariés nomades. Ça, c'est pareil, on entend pas mal parler encore aux États-Unis, en Europe, ça vient. C'est les salariés, et ça correspond aussi à une génération, qui ont envie de se balader, si je puis dire, en même temps qu'ils exercent leur activité professionnelle. Donc, l'hybride, ça va être des gens qui vont être au bureau, peut-être tout le temps, peut-être de temps en temps, certainement des télétravailleurs, certains en full remote et certains en nomade. Et du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels impacts sur les relations de travail et quels impacts sur le management. Alors, n'hésitez pas, on voit qu'il y a encore quelques ajustements techniques qui sont en train de se faire sur le chat, mais si vous voulez répondre à ces éléments-là sur le chat, n'hésitez pas à nous partager, à votre avis, quels impacts de l'hybride, tel qu'on vient de le définir, sur les relations de travail.
N'hésitez pas à écrire effectivement vos réponses dans le chat. Hein, ne vous inquiétez pas. Évidemment, nous avons quelques pistes. Hein, on ne compte pas sur vous pour faire le contenu de ce webinaire, bien évidemment. Ah, bah, si, Mais intelligence collective. absolument, oui, c'est absolument la thématique du webinaire. Hein, c'est de la... Ah, voilà, super. Donc, du coup, on a organisé des regroupements d'équipes, plus de difficultés à créer une culture commune. Le manager doit s'adapter, risque de perdre le lien. Chrome, je quitte et je réessaye. Ah non, ça c'est autre chose. Créer de la cohésion d'équipe sans être en présentiel. La distance peut mettre des interprétations non fondées. Cela change les relations sociales entre collègues. Comment faire? Oh là là, bah oui, on va effectivement là, je ne vais pas parler aussi vite que je n'ai l'habitude de parler, donc je vais cesser de lire. Mais donc du coup, voilà, vous identifiez tous de très nombreuses pistes et vous avez tous raison. Ça peut être un petit peu banal de dire ça, mais vous avez effectivement tous raison. Je laisse encore un petit peu de temps parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui écrivent. Allez-y, exprimez-vous, c'est exactement ça. Communication et rituel à revoir, perte des discussions informelles, management difficile, création de nouvelles équipes plus compliquées, instaurer des rituels, pardon, la gestuelle nous manque, les échanges sont biaisés, repenser le lien social et comment faire passer l'émotion malgré la distance, manque d'authenticité, de spontanéité, etc., etc. Aurélien, Et je vous en tant propose que de passer coach, à la j'ai slide envie de d'après. j'ai envie de poser une question à l'audience et que maintenant, beaucoup de ce que je vois là, c'est des impacts plutôt négatifs. Hein, ils sont teintés négatifs. N'hésitez pas à nous mettre peut-être quelques impacts. Et là, c'est sortir de votre zone de confort, allez vous stretcher un peu. Quels impacts peut-être positifs aussi vous voyez. Et oui, On on peut peut faire faire aussi en même temps. absolument, absolument. Donc voilà, n'hésitez pas, super, c'est bien, on voit, parce que c'est les deux facettes. Hein, donc pour l'instant, on va nous juste aller sur l'impact lui-même, assez factuel, et après on va aller voir les deux facettes. J'adore maintenant qu'on a lancé, ça y est, c'est parti, tout le monde Ouais, passe. on a ouvert une boîte de Pandore, là, c'est incroyable. Exactement. Ok, on avance du coup sur le On prochain avance, slide. oui, super, parce que sinon je pense qu'on peut rester là pendant encore très longtemps. Donc, du coup, voilà, les impacts d'organisation hybride. Je te laisse te présenter, Nathalie. Donc en fait, déjà, l'impact le plus évident, c'est la distance, parce que quand on dit hybride, c'est pas que du management à distance, c'est une partie qui est à distance. Mais du coup, forcément, tous les impacts habituels de la distance, on les retrouve dans l'hybride. Et là, vous voyez ce schéma-là, c'est le schéma de notre fiche outil sur le management à distance. On le voit pas très bien, on n'a pas besoin que vous le lisiez, mais ça met en exergue les différents types de distance. En fait, la distance telle qu'on pense distance, en fait, la première à laquelle on pense, c'est la distance physique, spatiale. Et la distance physique, c'est quoi? C'est un éloignement qui supprime l'unité de lieu. Et cette suppression de l'unité de lieu, eh ben, elle fait qu'on n'a plus la même perception de la réalité, on ne perçoit pas les mêmes choses, elle diminue le temps passé ensemble, elle réduit la spontanéité de certains échanges, et qui est essentielle d'ailleurs, spontanéité qui est essentielle pour l'intelligence collective d'ailleurs, et puis elle nous oblige à travailler via la technologie, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Ce dont on a peu conscience, c'est que la distance physique, elle amplifie la distance psychologique. On le sent, il y a un manque de support. Moi, dans un monde non professionnel, j'ai mon grand qui vient de partir au Canada. Il est ravi de partir au Canada et en même temps, on commence à sentir un impact psychologique. Hein, on n'a pas le soutien au quotidien quand on est loin. La distance sociale, en fait, on voit quand on n'est pas au bureau, on a une perte de sentiment d'appartenance. En fait, on n'a pas les petits liens sociaux qui nous font. Il est difficile de voir des liens qui sont non visibles, en fait, qu'on ne voit plus au quotidien. Il y a un troisième impact qui est la distance opérationnelle. La distance opérationnelle, c'est on ne travaille pas de la même façon, on peut perdre la vision commune, on n'a plus les mêmes habitudes de travail. Donc ça, c'est déjà première conscience, c'est que l'hybride, dans l'hybride, il y a la distance, donc forcément, il y a tous les impacts habituels du travail à distance. Mais ce n'est pas tout. C'est ce que vous voyez dans notre slide, c'est que ça ajoute des inégalités entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présentiel. Et donc, il y a des inégalités dans l'accès aux ressources. Typiquement, quand je suis au bureau, je sais pas, moi j'ai une imprimante, un double écran. J'ai aussi mes collègues et donc j'ai aussi tout cet aspect support. Et ça rajoute aussi les inégalités de visibilité. Loin des yeux, loin du cœur. Si je suis loin, on me voit moins et on pense moins à moi. Et du coup, ça crée une différence. Alors, s'il y a une rotation, on va y revenir, s'il y a une rotation régulière, bon, ok, mais s'il y en a qui ont plus tendance à être à distance que d'autres, comme notamment quand on a du full remote, ça impacte. Ce qui est très intéressant dans une étude de Harvard Business Review, dont vous avez les références dans les slides, c'est qu'il y avait un impact que je n'avais pas eu en tête au début,
qui est qu'en fait, l'impact des compétences personnelles. À distance, certains qui ont des compétences relationnelles fortes, de l'agilité et de la flexibilité naturelle, vont finalement compenser un peu cette distance. Avec des capacités relationnelles fortes, je peux quand même me faire voir, même si je suis loin, entre guillemets. Je vais avoir de la facilité à créer du lien. Et finalement, du coup, on se rend compte que si j'ai des collaborateurs qui sont souvent à distance et qui, en plus, n'ont pas forcément ces compétences naturelles innées, ils vont être marginalisés. Donc, impact de la distance habituelle, inégalité, accrue par des différences de compétences personnelles, et évidemment, le dernier impact, et vous l'avez vu, vous en avez beaucoup parlé, l'appartenance en fait. Il y a un impact sur l'appartenance. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'appartenir à distance, bien au contraire, mais en revanche, il y a un impact sur le fait qu'encore une fois, on ne voit pas au quotidien l'équipe, donc du coup, il faut surligner ce sentiment d'appartenance. Et je ne sais pas si tu as vu, Nathalie, il y a donc Isabelle qui pose en question dans le chat, quid de l'impact de l'informel sur la performance cognitive et collective? Oui, donc oui, effectivement. Donc l'informel, l'impact clairement de la distance, c'est de ne pas autoriser l'informel de manière émergente. Sur la performance cognitive et d'une part, il y a évidemment tout ce qui est lié au knowledge management. Comment je fais pour savoir des choses? Il y a des choses que je sais parce que je suis au bureau et des choses que j'apprends sur les manières de travailler et parce que je suis au milieu de… Et du coup, c'est là où on se rend compte, et on s'en est beaucoup rendu compte ces derniers temps, et chez nous, chez Mouvoine, ça a été notamment un facteur d'accélération, et on doit passer plus par une culture de l'écrit. Tout ce qui est knowledge management, culture de l'écrit, développer de la traçabilité, parce que ça ne se fera pas de manière émergente et ça se fera de manière créée. Et sur la collective, on y reviendra après, on va parler des bonnes pratiques en fait dans quelques minutes, donc on pourra y revenir. Totalement. Merci beaucoup Nathalie là-dessus. Alors justement, j'en profite pour vous préciser. Donc là, vous voyez sur la slide en cours, il y a 2 questions. Donc comment manager tout le monde équitablement et comment créer un sentiment d'appartenance dans une équipe qui n'est presque jamais réunie. Donc ça, ce sont des questions ouvertes. Donc vous êtes vraiment totalement libre de donner des réponses ou de donner votre avis dans le chat. Nous, évidemment, on va vous donner quelques pistes. Encore une fois, on a quelques idées là-dessus. J'en profite aussi pour vous donner l'information parce que nous, chez Mouvoine, nous avons réalisé un guide de pratique dédié vraiment à aider en fait les managers pour le management à distance pour le rendre efficace et humain. Donc c'est un lien de téléchargement qui est un petit peu plus haut sur le chat. Vous pouvez le télécharger, ça vous donnera déjà quelques pistes. Donc du coup voilà, merci Julien de le redéposer dans le chat. Du coup, je te propose, Nathalie, de passer directement à la partie d'après, parce que je pense que c'est effectivement la question que les gens commencent à se poser. Effectivement, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait du coup pour manager ça? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour manager l'hybride? Quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ces différents challenges qu'on a évoqués? Et on voit que Martine dans le chat a écrit, commence à donner des pistes, justement. Je passe du temps à poser des questions pour obtenir de l'info. C'est du teasing, comme on dit, pour amener le manager coach. Je trouve ça intéressant. Et donc, effectivement, il y a quelques bonnes pratiques. N'hésitez pas à partager les vôtres dans le chat. Nous, on vous a rassemblé ici quelques bonnes pratiques pour manager cet hybride. Si on résume, l'hybride, c'est une réalité. L'hybride, ça a un impact, c'est évident, c'est juste un impact, c'est bon ou mauvais, ça a un impact. Et donc, du coup, on commence, mine de rien, à avoir un petit peu d'expérience, puisque ça fait 1 an qu'on oscille entre les 2 modes, et donc, du coup, on est souvent en mode hybride. Et il y a des bonnes pratiques qui ont vraiment commencé à émerger. Notamment, et là, on est très opérationnel, et après, on va monter en niveau pour voir, du coup, la posture de manager adaptée. Mais d'un point de vue bonne pratique, cartographier qui travaille où. Beaucoup de ces bonnes pratiques sont issues d'un article très intéressant d'Harvard Business Review. Celui-là, moi, en tant que coach systémique, je l'ai trouvé extrêmement pertinent. En coaching, on utilise souvent un outil, peut-être que certains connaissent, de constellation, qui consiste à représenter graphiquement, ou pas que graphiquement d'ailleurs, un système. En fait, c'est ça l'idée. En tant que manager, il est intéressant que tous les jours, je me pose la question et voir que je dessine rapidement sur un petit papier où est mon équipe. Ça m'aidera à visualiser déjà l'ensemble de l'équipe et à prendre conscience de qui est où. Et d'où le point suivant, la bonne pratique, c'est d'organiser la rotation. Ce qui va se passer dans le quotidien, c'est qu'on va avoir une habitude où, par exemple, Michel, il va venir télétravailler tous les lundis, Martine les mardis, puis au bout d'un moment, on se rendra compte qu'en fait, Michel et Martine, ils se voient quasiment jamais, sauf au moment des réunions d'équipe. Et ça, c'est pas forcément sain.
Donc, c'est pour ça que organiser la rotation permettra à tout le monde de quand même garder cette dynamique d'équipe. Et ça passe par la cartographie. La deuxième bonne pratique, c'est éduquer. Tout ce qu'on vient de se dire sur les impacts, tout ce que vous avez écrit et tout ce que nous, on vous a dit sur les impacts, c'est pas évident en fait. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. On peut à un moment donné ne pas percevoir ce qu'on appelle les rangs et privilèges, si je puis utiliser cette terminologie, qui est parce que je suis au bureau, j'ai certains privilèges, je suis vue, parce que je suis à distance, j'ai aussi le privilège d'être tranquille, de faire mes machines en même temps, mais aussi d'avoir une capacité de concentration. Hein. Chaque situation a ses avantages et ses limites. Mais il est important d'éduquer pour que tout le monde en prenne conscience. Je lisais il y a quelques jours dans le live du Monde, il y avait des sujets très intéressants sur le télétravail, et quelqu'un disait, partageait, moi je suis une personne à risque, et là je me remets dans le contexte Covid, moi je suis une personne à risque, ça fait 9 mois que je ne suis pas allée dans les lieux du travail, alors que mes collègues, ils sont tous retournés 1, 2, 3 journées par semaine régulièrement, au moins en ce moment, mais il y a quelques mois. Et en fait, je me sens en décalage, je ne me sens plus appartenir et je ne me sens pas en capacité de le dire. Et c'est là où il y a risque. Donc, éduquer, c'est aussi que tout le monde prenne conscience et du coup de créer un climat de confiance dans lequel c'est OK de partager ce genre de choses. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Dans les bonnes pratiques, pour continuer, rééquilibrer quand cela est possible les biais du distanciel. Donc ça passe par la technologie. Là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais nous, on a des casques pour être sûr que où qu'on aille, on ait nos casques qui nous permettent de communiquer à distance comme en présentiel. C'est aussi la notion de réfléchir les objectifs différemment. Un petit outil qu'on vous propose à distance, on aime bien la notion de objectif fast à la place des smart. Donc fast, c'est fréquemment revisité, ça c'est le F. Pourquoi? Parce que quand on est en hybride, vous avez parlé d'agilité, dans le chat, j'ai vu ça demande de la souplesse. Oui, les objectifs aussi nécessitent d'être revus fréquemment. Et le T de fast, c'est pour transparent. À distance, c'est vraiment intéressant que tous les membres de l'équipe sachent ce que les autres ont comme objectif. Parce que comme je ne vois pas ce sur quoi Aurélien travaille aujourd'hui, je n'aurai pas spontanément l'idée de l'aider. Et par contre, si je sais quels sont ses objectifs, alors je peux être dans le collaboratif et l'aider également. Donc, voilà quelques outils sur comment on peut rééquilibrer. Un point très très important, c'est de favoriser les relations entre les personnes distance et celles qui sont colocalisées. Là, je reprends mon exemple de personnes qui seraient soit remote, full remote, soit des personnes qui, dans leur organisation personnelle, ne sont pas souvent ensemble au bureau. Il est intéressant de les faire travailler en binôme sur certains sujets, par exemple, pour créer de l'habitude et de la relation. Il est aussi intéressant de favoriser des échanges, et ça, vous le savez, on l'a répété maintes fois, mais je ne peux pas m'empêcher de le répéter, des échanges informels. Nous, on a installé on utilise Slack dans notre messagerie, et on a une fonctionnalité de Slack qui rassemble, qui met en binôme 2 personnes pour un café informel. Et donc, selon les fois, quand on est en hybride, on va se retrouver à le faire un au bureau et un à distance, et on a 15 minutes informelles, ou peut-être qu'on sera tous les 2 au bureau ce jour-là et on va pouvoir le faire ensemble. Je vous écrirai tout à l'heure ce que ça veut dire exactement dans le chat. Donc ça, c'est pour favoriser les relations. Un point important du hybride, et il n'est pas facile en fait, je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est comment on évite les échanges entre ceux qui sont colocalisés au détriment de ceux qui sont à distance. Moi, j'ai encore vécu ce matin, j'ai fait une petite blague, une petite référence à notre webinaire aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez 4 personnes de l'équipe qui sont en présentiel et puis 3 qui sont à distance, comment on fait pour une réunion? Est-ce que les 3 personnes se mettent devant, les 4 qui sont ensemble au bureau se mettent devant la même caméra et les 3 à distance, chacune devant leur petite vignette Zoom ou Teams? La pratique idéale serait que pour remettre tout le monde à niveau, même quand il y en a 4 au bureau, ils se mettent tout seuls devant leur ordinateur. Chacun sa caméra, voilà. En même temps, on sait que c'est pas simple. Parce que si on va au bureau, c'est aussi pour voir des gens. Donc, trouvez votre équilibre. Et en même temps, la bonne pratique, c'est de dire que s'il y en a 4 ensemble au bureau, ils prennent l'habitude de ne pas avoir des conversations parallèles
Oui, c'est vrai, ça évite les masques, effectivement. Et ça permettrait aussi d'éviter les conversations parallèles. C'est surtout ça qui est parasite, en fait. Et ça renforce le sentiment de distance en plus. Ça renforce le sentiment de voilà, bon, bah, les gens les gens sur place sont en train de vivre un moment dans lequel moi je ne suis pas, et donc du coup il y a un sentiment d'exclusion aussi en plus, j'imagine. Complètement, c'est tout à fait ça. En fait, ça fait un effet de bande, quoi. Il y a ceux qui sont au bureau et ceux qui n'y sont pas. Et on va y revenir sur le côté bande, justement. Et également, une autre bonne pratique là-dessus, c'est de prendre conscience quand se passent ces discussions informelles qui sont utiles. Vous savez, dans le bureau, imaginons qu'Aurélien et moi, on travaille ensemble sur un dossier, on se croise au bureau, ben, on commence à avoir une discussion informelle, elle est riche, cette discussion. Mais à un moment donné, imaginons que Leslie est extrêmement impliquée dans le dossier dont on parle et elle n'est pas là parce qu'elle est en télétravail aujourd'hui. Bonne pratique, c'est d'en prendre conscience et se dire, OK, on l'appelle, on voit si elle est dispo, et si elle n'est pas dispo, on replanifie une réunion. Donc, prendre conscience que cette différence-là, elle existe et elle est, présente. Leslie qui écoute le webinaire, elle est bien présente. Ça, c'était pour éviter les échanges. Et puis, le dernier point sur lequel vous avez sans doute tous pris conscience de ça, c'est que le présentiel nécessite d'être réfléchi. Ritualisé, j'imagine. Oui. Voilà, ritualisé, conscientisé. On voit pas mal de vocabulaire de coach qui reprennent le dessus. Intentionnel. Avoir des rituels présentiels conscients et intentionnels. C'est-à-dire que si on se retrouve au bureau, c'est pas pour se retrouver chacun derrière une caméra Zoom, ça sert pas à grand-chose. C'est pas pour travailler hyper concentré sur un dossier, parce que ça, on le fait mieux à la maison, finalement. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que quand on est en présentiel, ça va être pour des moments soit de cohésion, célébration, anniversaire ou succès, ou des moments de collaboration et de coopération. Il y a des choses qui sont moins faciles à faire à distance. Et nous, on peut vous le dire, parce que nous, on est une boîte de coaching digital et on croit énormément au distanciel. Moi, ça fait 6-7 ans que je fais du coaching à distance, ça marche très bien. Aussi du coaching d'équipe quelquefois. Mais il y a des limites. Il y a certaines choses qu'il est préférable de faire en présentiel. Notamment les métiers créatifs, j'imagine un petit peu. Ben ouais, tout à fait. Quand il s'agit de créer, tu vois, on a dans nos clients, on a des gens de l'industrie de la mode. Bon, bah, quand on a besoin d'être en création, on a aussi besoin de toucher. Ça peut pas se faire à distance. Et puis même dans des métiers de collaboration, il y a un moment donné où il y a certaines choses qui sont plus fluides. Donc du coup, favoriser. Et ce que je trouve très très intéressant, si vous creusez ce sujet-là, c'est que ça est en train d'impacter toute l'industrie de bureaux. Et en fait, là où avant les bureaux, il y avait encore, les Français ont eu du mal à se mettre au flex, le flex office. Et ben là, on y va en fait, parce que à quoi ça sert d'avoir des bureaux dédiés si finalement il y a jamais, il y a toujours des personnes qui sont en rotation. Donc il y a le flex office, et puis aussi on voit de plus en plus des bureaux qui s'équipent d'espaces collaboratifs. Donc avec vraiment des endroits où il va y avoir des panneaux avec des post-it, parce que finalement, le bureau sera un endroit où on va collaborer ensemble. Totalement. J'essaie de regarder s'il y a eu des oui, choses non, écoute, là pour l'instant, c'est surtout des opinions qui sont données, qui sont tous vraies, sur une nouvelle échelle des valeurs du présentiel, pour les gâteaux interdits en ce moment pour le festif. Oui, mais c'est vrai que c'est... Oui, on peut très bien imaginer aussi des roulements, j'imagine aussi pour les équipes. Nous c'est quelque chose qu'on envisage aussi, de pouvoir se dire, voilà, bon, il n'y a pas plus de X personnes au bureau en ce moment, parce que sinon, au-delà, on ne peut pas tenir les mesures barrières et respecter les mesures barrières. Donc, du coup, c'est pas forcément des rituels effectivement, surtout en ce moment, avec toute la boîte où tout le monde est réuni sans masque et où tout le monde fait un petit peu n'importe quoi, parce que ça, malheureusement, c'est effectivement toujours pas possible. Mais j'imagine que dans le futur, ce sera vers ça qu'on se dirigera. Faire des événements annuels ou biannuels, je ne sais pas, qui permettront de réunir vraiment toute l'entreprise, toute l'équipe. Exact. Et c'est vrai que là, dans les bonnes pratiques, on se projette dans le monde d'après, qui sera un monde hybride, mais pas avec les mêmes contraintes sanitaires qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, dans un monde hybride, il faudra sans doute être conscient de ces moments-là. Je vous partage, j'en profite sur le chat, quelques éléments sur le FAST dont on a parlé, ce que c'est en détail le FAST. Et nous pouvons continuer.
Alors justement, ça tombe bien parce que je vois le commentaire de Fabienne qui dit c'est la fin du manager fonctionnant totalement à l'intuition, sans réflexion préalable. Et donc, c'est un petit peu le terrain vers lequel on va vous emmener pour la suite Ouais. de ce webinaire. Et donc, je voudrais vous poser une autre question, à vous, chers téléspectateurs, sur les comportements. Nous avons beaucoup parlé de bonnes pratiques, mais là, du coup, j'aimerais bien vous poser la question, quelle est, selon vous, la priorité numéro 1 du manager hybride? Et donc, du coup, Ah, alors attendez, il faut juste que je retrouve le... Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je retourne dessus. Voilà, c'est parce que c'est l'outil. Voilà, c'est parti, je l'ai, le voilà. On y va. Voilà, je vous ai envoyé donc du coup une question pour dire quel est le comportement donc indispensable du manager hybride. Est-ce que c'est avoir et donner confiance? Est-ce que c'est plutôt du côté de la responsabilisation ou est-ce que c'est de créer une dynamique d'équipe? Alors évidemment, les plus cyniques d'entre vous diraient bah, effectivement tout est une priorité. Effectivement, dans ce cas-là, je ne pourrais pas vous jeter la pierre, mais j'imagine que dans votre esprit, il y a quand même une priorité qui s'est dégagée. Il y en a un, j'imagine, sur lequel vous vous reconnaissez plus. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Alors, Brigitte, je vois votre réponse et je vous invite à voter directement sur le sondage pour que votre avis puisse être pris en compte. Allez-y, continuez. Là, je vois les réponses qui continuent d'augmenter. Continuez, continuez. On va peut-être encore laisser 5 secondes. Même, allons jusqu'à 10 parce que ça continue d'augmenter. ouais. Et pendant que tout le monde vote, juste effectivement de préciser que là, on a été dans les bonnes pratiques, on vous a partagé des bonnes pratiques et maintenant, justement, on monte d'un niveau et se dire, parce que quelle est la posture? Quel est le type de manager adapté pour faire toutes ces bonnes pratiques, hein? Et je vois le commentaire d'Olivier, nouvelles compétences et responsabilités des managers, manager hybride, un nouveau métier, des nouvelles compétences à acquérir, à développer. Eh bien oui, c'est vers là où nous allons, c'est que en tout cas, on pense que ça se rapproche d'un type de management auquel on croit, mais il y a certainement des nouvelles compétences à développer. Et pendant ça, Je pense qu'on arrive à la fin. Là, ouais, je vais mettre fin au vote pour ne pas prendre trop de retard. C'est parti. Donc, ce sont des résultats assez serrés finalement. Enfin, assez serré. Il y en a quand même un qui se détache, mais c'est bon. Voilà, ça se reflète quand même bien. Tous sont importants, évidemment, bien évidemment. Même si c'est avoir et donner confiance qui prend le dessus, avec à peu près 42% des votes. Alors, bah, du côté, je vous propose de participer, de poursuivre tout de suite sur la suite. Donc Du coup, effectivement, quels sont... Vas-y, non, je t'en prie. non, mais effectivement, la question a été biaisée, comme tu dis. On pouvait répondre les trois, en fait. Il n'y avait Oui, pas bien une sûr. bonne réponse, puisque de toute façon, Bah, c'est ce que tout le monde aurait répondu, je pense, si on avait mis les trois. Donc, bon. exactement, exactement. Mais c'est intéressant quand même que bah, ça rejoint un petit peu l'ordre dans lequel on les a écrits là, en tout cas. Management basé sur la confiance. Oui, la confiance, elle est essentielle sur le hybride et cela pour plusieurs raisons. On retrouve la même chose que dans le à distance. C'est extrêmement difficile d'avoir un management basé sur le contrôle à distance. Pourquoi? Déjà parce que les instruments de contrôle ne sont pas toujours fiables. Moi, j'adore, on a parlé avec Aurélien, j'adore utiliser le film Apollo 13. Je ne sais pas si vous connaissez Apollo 13, si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment de le voir parce que c'est l'extrême du management à distance, puisque rappelez-vous, nous avons Houston et Apollo 13, la navette spatiale, ils sont un peu loin hein, quand même. Et c'est à un moment donné, il y a ce fameux We've got a problem Houston, mythique, dans lequel à Houston, sur la base, tout va bien en fait. Tous les indicateurs sont au vert et ne comprennent pas le problème jusqu'à ce que l'astronaute qui lui est sur place dise je vois de la fumée en fait, je la vois. C'est assez illustratif de l'histoire du contrôle et de la distance, parce qu'à un moment donné, à distance, il faut faire confiance à celui qui est à distance pour vous dire ces signaux rouges. Quelqu'un l'a dit précédemment, j'ai vu les signaux faibles sont plus difficiles à repérer, et oui, effectivement. L'autre piège du contrôle à distance, c'est l'hypercontrôle. On le sait, vous l'avez tous vu, hein, je pense que notamment les RH ont dû avoir ces cas-là autour d'eux, des managers qui, du coup, voyant pas les personnes travailler, voulaient être dans l'hypercontrôle et du coup ont mis des mécanismes de contrôle qui sont à la fois des surcharges inutiles et épuisantes avec du reporting exacerbé pour les collaborateurs et aussi évidemment une perte de temps et de focus pour le manager. Donc, la confiance, en fait, c'est quelque part, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que ce choix-là, quelque part. Après, ça n'empêche pas d'aller autonomiser, responsabiliser, on y viendra. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Hemingway qui dit « Le meilleur moyen de savoir si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est de lui faire confiance. » Et après, on verra.
Parce que tant Je qu'on pars n'a du pas principe fait que la confiance est donnée, oui. Ouais. ouais, ouais. Oui. Commençons par ça, et puis après on verra, mais c'est le meilleur moyen de faire confiance à quelqu'un, c'est de lui faire confiance. Donc ça, c'est la première chose, c'est un style de management basé sur la confiance. La deuxième, c'est autonomie et responsabilisation. Alors, je suis désolée, on a remis empowerment parce que j'ai vécu quelques années en Angleterre, j'ai jamais réussi à traduire ce mot-là en français C'est correctement. difficile. Hein. Si Ouais, vous avez des pistes, n'hésitez pas d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas. Empowerment, il y a plein de notions derrière. Cette notion, justement, je donne mon pouvoir à l'autre pour le faire grandir et le responsabiliser, donc responsabilisation. Là, il y a quelque chose d'intéressant sur l'hybride, c'est que, vous le savez, quand un collaborateur est à distance, il est beaucoup plus autonome et on doit bien le responsabiliser puisque on n'est pas là pour aller l'aider, l'aider dans le sens faire avec lui. Donc il y a quelque part une notion d'égalité, justement. Tout à l'heure on parlait d'inégalité, c'est pas juste, si j'emploie ce terme-là, de moins autonomiser celui qui est là parce que il est là à côté de moi que celui qui est loin. Donc il y a une sorte d'égalité. Si j'autonomise et que je responsabilise tout le monde, je suis d'accord, Jean-Bernard, moi c'est souvent celui oui, c'est ce d'utiliser. qui s'en rapproche le plus, finalement. Ça s'en rapproche le plus. Donc du coup, il y a aussi cette notion que je trouvais très intéressante, c'est que finalement, le travail à distance et le hybride nous amènent enfin à être obligés de faire du management par objectif. Ça fait longtemps qu'on parle du management par objectif. Et quand on a des gens en télétravail, ce n'est plus le temps passé qui compte, c'est le résultat. On ne sait pas combien de temps quelqu'un passe à quelque chose puisqu'on n'est pas à côté de lui pour le voir. Donc, on est un peu orienté vers le management by objectif, le MBO. Et du coup, ça va nous pousser un peu, ça va pousser le manager à faire une autonomie et une responsabilisation autour de ces objectifs-là. La dernière chose, et ça rejoint, je reprends là parce que ça m'a interpellé ce qu'a écrit, je ne sais plus qui est-ce qui a écrit ça, Fabienne, je crois, sur l'intuition. Alors, est-ce que ça n'autorise plus un manager intuitif? Bon, moi, je crois beaucoup à l'intuition, donc peut-être pas intuitif, mais en tout cas, il ne peut inconscient. Ça n'autorise plus le management inconscient. Il y a un besoin de conscientiser quand on est à distance et ça va être un manager de plus en plus conscient et qui aide les autres à conscientiser. Et c'est là où je parle de vision systémique. C'est-à-dire que le manager doit toujours avoir en tête son équipe dans sa globalité, puisqu'il ne va plus les avoir sous les yeux. On a parlé tout à l'heure de cette constellation. L'idée, c'est qu'il soit lui-même toujours conscient de son équipe et qu'il aide les autres à être conscients de leurs membres d'équipe. Pour ça, il y a quelques outils. Moi, j'aime bien le cercle virtuel, c'est-à-dire le cercle virtuel, qui est une image de son équipe avec les petites photos de chacun et qu'on peut avoir en écran. Et puis, il y a quelques années, dans le début des années 2000, on avait encore beaucoup de managers qui avaient au bureau une photo de leur famille. Aujourd'hui, moi j'ai l'inverse. Personnellement, j'ai une photo de mon équipe, la photo de Mouvoine, à la maison. Improbable. Et oui, les temps changent, le monde change. Exactement. Il faut se rappeler maintenant qu'on appartient à l'équipe avec la petite photo. Et ça, c'est un des moyens qui permet d'avoir cette vision systémique. C'est très pratique, mais c'est très efficace. Dans ce qu'on vient de dire, il y a beaucoup de mots qui font penser à quelque chose dont on va parler maintenant. Moi, j'insisterai beaucoup sur ce côté de conscient et intentionnel. Et pour moi, en tant que coach, et on va y venir, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est des managers qui sont conscients dans ce qu'ils font, qui sont intentionnels dans ce qu'ils font, qui se basent sur la confiance, qui se veulent être équitables et inclusifs. Des managers qui mettent en visibilité et qui font grandir chacun individuellement où qu'il soit, en full remote. C'est presque des coachs finalement, en fait. On y arrive, je crois. On s'y rapproche. Hein. Oui, c'est vrai que la notion était un petit peu spoilée, comme on dit dans le titre de ce webinaire, mais donc du coup sur cette fameuse position de manager coach, donc finalement. Parce que c'est vrai que finalement, tous les mots que tu viens de dire, ce sont des mots qui sont caractéristiques d'un coach, et toi mieux que personne le sait en tant qu'ancien coach. Donc du coup, là maintenant, voilà, donc rentrons carrément dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est donc que ce manager coach? Qu'est-ce que c'est que cette posture de manager coach pour faciliter le management des équipes hybrides? Alors, je te propose de commencer par le plus simple, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un manager coach? Exactement. Et du coup, on va voir, Nirlène, si on peut arriver à répondre à la question en même temps qu'on parle de ça. Le manager coach, et j'aime bien la notion de team manager aussi parce qu'effectivement, dans ce que je vous présente là, on est plutôt sur un manager coach individuel et en regardant votre commentaire, je me dis qu'il faudra qu'on y rajoute, moi je l'appellerais même le manager coach systémique, alors ça c'est vraiment ma formation, mon biais, mais en tout cas c'est formation coach
individuelle et d'équipe. C'est vraiment cette notion-là. Pour nous, manager coach, c'est un manager qui s'est inspiré, qui a intégré des éléments clés du coach, à savoir un état d'esprit et une posture, un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de flexibilité et surtout une croyance, je vais employer un mot fort, mais une croyance inconditionnelle dans le potentiel de son collaborateur. On va y revenir juste après. Ensuite, c'est un manager qui a des compétences particulières et notamment qui a beaucoup développé ses compétences d'écoute active, de questionnement et de présence. Et on pourra en reparler juste après aussi sur la présence. Et enfin, c'est un manager qui a aussi quelques outils, parce que faut pas croire, hein, le coach, il a aussi quelques outils et notamment des structures qui permettent justement de créer une atmosphère de confiance. Hein, par exemple, l'alliance, créer l'alliance, et ça c'est une des réponses à votre question, Nirlène, c'est mettre en confiance les collaborateurs. Nous, pour ça, on croit beaucoup à co-créer une alliance ensemble avec les collaborateurs et donc de se mettre tous ensemble à dire quelle atmosphère, quelle ambiance on veut créer entre nous dans une configuration hybride et qu'est-ce qu'on a besoin, comment on a besoin d'être les uns avec les autres quand on est en hybride. Du coup, ça va aider chacun à permettre de définir ce périmètre de confiance. Et donc, dans les autres outils, ça peut être le modèle Grow, la responsabilisation des moyens de feedback, etc. On pourra y revenir. Quand tu dis l'alliance, du coup, c'est vraiment le fait de formaliser en fait le comportement qu'on veut avoir l'un envers l'autre, le fait de mettre vraiment sur la table comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment est-ce qu'on va être ensemble, c'est ça, pour aller un peu plus dans le Ouais, détail? exactement. C'est un super outil très très pratique, un peu pour moi une base du manager coach, qui est, je reviens sur mes mots préférés, conscient et intentionnel en fait, qui permettent à tout le monde d'être conscient et intentionnel sur comment on veut être ensemble. Et ça peut être donc une équipe très concrètement qui se dit voilà, on veut être conscient donc et intentionnel quelle atmosphère on veut créer. On veut déjà s'organiser donc dans le pratique, s'organiser pratiquement pour être sûr de se voir tous une fois par semaine, par exemple, mais aussi dans l'état d'esprit, on veut être en transparence et être capable de se dire les choses. On veut avoir un sentiment de confiance et donc pas qu'il y ait des conversations parallèles justement dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est pas OK pour nous qu'il y ait des conversations parallèles trop fréquentes et qu'on a l'impression de manquer des choses comme ça. C'est des règles de vie d'équipe un peu, oui. Très bien. Je te propose de passer directement sur la slide d'après pour rentrer un peu plus dans le détail sur les comportements. Donc maintenant qu'on sait exactement ce que c'est un manager coach, comment il se comporte dans une équipe hybride? Eh bien voilà, pour ça qu'on pense que le manager coach est assez adapté. Aussi pour dire que, attention, ça n'exclut pas les autres styles de management, et notamment le management situationnel. C'est valable. Mais management situationnel a ses limites parfois à distance parce qu'il ne permet pas. Quand on fait du management situationnel, il faut vraiment être capable d'évaluer la maturité des collaborateurs par rapport aux tâches, aux compétences et aux situations. Or, à distance, on a moins la visibilité. L'avantage du manager coach, c'est que il va pouvoir, et je reprendrai la question de André après, c'est qu'il va pouvoir, toutes les caractéristiques qu'on vient d'évoquer, il va pouvoir les adapter à l'hybride. Avec l'ouverture, des postures d'ouverture, ça va l'aider à favoriser l'inclusion et justement à prendre conscience et à favoriser les full remote, les télétravailleurs et avoir vraiment ce phénomène de systémique et de faire que tout le monde se sente appartenir. La curiosité, ça c'est essentiel. La curiosité, c'est la capacité à s'intéresser vraiment à l'autre. Dans notre programme management à distance, on a un questionnaire d'auto-évaluation. Dans ce questionnaire d'auto-évaluation, on demande aux managers qui prennent conscience de ces conditions de télétravail, parce que c'est déjà ça, c'est comment moi je suis, comment je suis équipée, est-ce que je me sens à l'aise dans mes conditions de télétravail. On finit par, est-ce que vous seriez capable de répondre à ces questions pour chacun de vos collaborateurs? Parce qu'en fait, est-ce qu'un manager s'est posé la question de comment télétravaille son collaborateur? La curiosité, c'est ça, c'est comment tu te sens dans ton télétravail, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce que tu préfères faire en télétravail, quelles sont les tâches que tu préfères faire au bureau. Cette curiosité-là qui va permettre de mieux répondre et de mieux faciliter le management. La flexibilité, ça c'est évident, hein, une équipe protéiforme, c'est le quotidien du manager, donc la flexibilité de s'adapter à ces différentes configurations au quotidien. La présence, alors ça c'est clé, pas simple la présence. La présence, c'est la capacité à être ici et maintenant, complètement disponible à l'autre. Et
moi qui ai été, comme j'ai dit, coach puis manager coach, il y a une grosse différence en tant que coach. J'allais dire, on est payé pour ça. En tant que manager coach, ça ne veut pas dire la porte ouverte en permanence quand on est en présentiel ou le Slack ouvert en permanence, la messagerie ouverte en permanence quand on est en distanciel. Donc la présence, c'est pas du je suis toujours là pour vous, c'est quand je suis là pour vous, je le suis pleinement. Et ça, c'est vraiment une compétence à développer à distance. C'est pas forcément facile pour certains, on le sait, on peut arriver à faire des choses en parallèle, etc. Le questionnement et l'écoute active, bon, ça c'est une compétence et je l'ai dit tout à l'heure. En fait, pour moi, le questionnement et l'écoute active permettra de rendre visible l'invisible. C'est par le questionnement sur les objectifs. Et là, j'ai vu qu'il y avait une question aussi, la posture manager coach avec les impératifs de production du manager. Si on le voit comme ça, effectivement, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut le voir, c'est au service des impératifs de production du manager. En fait, pour être plus efficace, si je pose les bonnes questions, si j'arrête aussi de considérer que j'ai les bonnes réponses, moi, manager, et qu'en posant les bonnes questions à mon collaborateur, ils auront de plus en plus les bonnes réponses, eux, ils arrêteront de me poser les questions, alors je suis compatible avec les impératifs de production du manager. Donc, c'est cette notion-là, c'est le questionnement et l'écoute active pour faire grandir le collaborateur, pour l'aider à s'autonomiser, à se responsabiliser, à arrêter que le manager prenne tout sur ses épaules régulièrement et à rendre visible l'invisible et donc du coup à ce qu'il puisse exprimer là où il a les besoins et là où il a ses forces aussi. On rejoint du coup la responsabilisation et je vois que Maxime Super a répondu à effectivement le modèle GROW. Le modèle GROW, c'est un modèle qu'on vous conseille vraiment qui est extrêmement efficace en fait et qui permet de poser des choses comme là, Maxime l'a écrit sur une réflexion. Dans le feedback, c'est aussi une variante du modèle GROW qui est intéressante, qui est quand j'ai un feedback à faire à un collaborateur, ça peut être de dire d'abord quel est notre objectif dans cet échange. Imaginons qu'on ait fait une présentation avec Aurélien, imaginons que, par exemple, on veut se faire un feedback avec Aurélien ensuite. Quel est l'objectif de se donner du feedback sur le webinar, par exemple. Donc ça, c'est le G de GROW, c'est le goal. La réalité en mode feedback, elle sera orientée sur qu'est-ce qu'on a bien réussi, en fait. Qu'est-ce qui a bien marché? Quelle est la réalité positive? Qu'est-ce qui a bien marché? Et dans les options, le O pour option, on ira explorer qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et dans le will, on va aller prendre des engagements pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Et ça, un manager peut très bien le faire en posant d'abord les questions à son collaborateur, puis en amenant sa perspective. C'est une histoire de perspective. Nathalie, je t'invite à terminer sur cette slide. Il faut qu'on passe un petit peu à la suivante. Je vois malheureusement, je sais qu'on pourra en parler pendant encore très longtemps, mais l'heure malheureusement tourne et je pense qu'il faudrait qu'on garde encore un peu de temps pour les questions à la fin. Tu as raison, donc je finis juste sur se focaliser sur le potentiel et les capacités du collaborateur parce que c'est essentiel. Le manager coach, c'est quelqu'un qui croit vraiment, comme la confiance tout à l'heure, ayons confiance dans la capacité de nos collaborateurs. Après, ça n'empêche pas qu'il y a du recadrage, mais pour recadrer, encore faut-il avoir posé le cadre. Et donc, du coup, c'est important de croire dans la capacité du collaborateur. Et on peut avancer effectivement en lisant le commentaire de Michel, cela exige que beaucoup de managers oublient un peu leur ego et deviennent vraiment humbles. Oui, mais justement. Comment est-ce qu'on développe la posture de manager coach, justement? Comment est-ce qu'on renonce à notre ego, justement? Merci Michel de cette bonne question. C'est comment on arrive à développer cette posture-là. Déjà, et là les études le montrent, de la même façon, vous avez une petite référence en bas qui est une étude très intéressante sur le sujet. Les études montrent que plein de managers pensent être des managers coach. C'est les Monsieur Jourdain du manager coach, je crois. Ils pensent faire du manager coach, mais en fait, pour le coup, là, ils n'y arrivent pas forcément. En fait, beaucoup de managers, quand ils disent oui, je sais être manager coach, et en fait, ils donnent du conseil. Pas tout à fait ça, manager coach. Pour comprendre ce que c'est qu'une posture de manager coach, la meilleure solution, c'est d'être coaché, en fait. Si vous êtes coaché, vous aurez vous-même expérimenté les ingrédients clés de cette posture. Au passage, Michel, souvent, un coaching vous permet de développer personnellement, et j'ai très en tête un cadre supérieur d'une banque qui un jour, que je coachais, et qui un jour m'a dit d'un seul coup en séance 4, « Ah, mais en fait, si je lâche mon ego, ça va plus me servir que me desservir. » Et c'était mon moment magique où on voit qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Donc, coaching, c'est double avantage. Je comprends ce que c'est et en plus, je travaille sur moi. Les compétences de coaching, deuxième point, elles s'apprennent par la pratique. Donc, c'est là où nous, sur notre posture de manager coach, on est des fervents défenseurs qu'il faut un petit
peu de compétences cognitives, un peu d'apprentissage cognitif, mais vraiment pas beaucoup finalement. Il faut surtout pratiquer. Et du coup, c'est pour ça qu'on va aller favoriser des démarches d'intelligence collective, de pratique, et puis aussi de les faire pratiquer dans leur quotidien avec leurs collaborateurs. Ça, c'est important parce que c'est le point suivant. Être un manager coach, c'est pas être un coach. Et ça, je m'arrête dessus. Parce qu'un coach, moi, quand j'étais coach, oui, je suis parfois encore, de moins en moins, en tant que coach, je n'ai pas d'intérêt direct sur les objectifs de mon coaché. C'est même un des prérequis déontologiques, en fait. Qu'il atteigne ou pas ses objectifs, plus je serai éloignée de ça, plus je serai au service pur. Je ne suis pas biaisée, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Manager coach, je le vois bien aujourd'hui, évidemment que j'ai un intérêt à ce que mon collaborateur, du coup, je peux être amenée à lui amener la solution un peu plus vite parce que il faut quand même qu'on y arrive. Et du coup, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à ce moment de réflexion où les managers coachs entre eux vont pouvoir réfléchir à comment je transpose les compétences du coach à mon job de manager pour devenir un manager coach. Et puis aussi à la culture d'entreprise. Des fois, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai formé des managers coach, ils reviennent, après, ils me disent, ça marche pas. Chaque fois que je pose une question, ils me regardent tous en me disant, mais pourquoi tu me poses une question? Si vous avez évolué dans un milieu dans lequel les collaborateurs s'attendent à ce que le manager donne la réponse, la première fois où vous passez en manager coach, ils ne comprennent pas, c'est normal. Donc, prendre conscience de comment on s'adapte à la culture d'entreprise, c'est important. Et pour terminer, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un temps réflexif sur sa capacité à coacher. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans l'idée de dire, donnons un petit peu de pratique, un petit peu de cognitif, mettez en pratique, et après, il y a un phénomène de coaching du manager coach qui va permettre de prendre du recul et de prendre conscience de ce que je fais bien en tant que manager coach ou moins bien. Alors justement, ça peut être l'occasion de rebondir sur la question de Julie qui dit, est-ce qu'il serait nécessaire que les managers suivent des formations de coach professionnels? Alors, oui et non, en quelque sorte, parce que je vais vous dire, on va rentrer justement dans ce détail-là, justement, parce que là, maintenant que Nathalie a très bien expliqué, donc, qu'est-ce qu'était le manager coach et quels sont ses comportements. Donc maintenant, comment est-ce qu'on devient en quelque sorte un manager coach? Eh bien, nous, chez MoveOne, c'est une thématique qui nous tient beaucoup à cœur. On a lancé un programme de coaching 100% dédié, du coup, au développement de cette posture de manager coach au travers de trois formats différents de coaching, pardon, avec du coup du coaching individuel, du coaching collectif et du coaching individuel situationnel. Nathalie, je te laisse en parler un petit peu plus. Oui, et du coup, je rebondis sur la question de Julie. C'est une possibilité, mais pas besoin forcément d'aller jusque-là. Les formations, ça prend du temps. Donc, un processus de certification de coaching, c'est long. Et encore une fois, comme on l'a dit, ce ne sont pas des coachs. Donc, ce qu'on propose, nous, effectivement, c'est plutôt une approche telle que tu viens de le dire, Aurélien, dans lequel déjà, en coaching individuel, avec un focus sur développer ma posture de manager coach, j'aurai l'avantage, d'une part, d'être coaché, donc de comprendre ce que c'est que le coaching, de travailler sur mes freins personnels et quand même avec l'approche, dans notre approche chez MoveOne, on fait ce qu'on appelle du train and coach, c'est-à-dire on a une partie cognitive dans laquelle on a une notion de c'est quoi l'écoute active, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en écoute active, développer sa présence, du feedback manager coach. Donc, sur un certain nombre de séances, on peut développer cette posture en coaching dans nos approches. Puis nous avons aussi d'autres approches plus collectives où là, pour le coup, on est un peu plus proche on n'est pas dans de la formation, encore une fois, on n'y croit pas de la pure formation, mais on est dans des approches mixant un peu du cognitif et de l'intelligence collective dans lesquelles les managers entre eux vont pouvoir pratiquer déjà entre eux de ce que c'est que l'écoute active, le questionnement, le croire dans le potentiel, ce mindset, cet état d'esprit de croire dans le potentiel de son collaborateur. L'idéal, c'est de le poursuivre par un coaching court qui va permettre d'ancrer au niveau individuel là où je dois améliorer. Voilà, où il y a des questions très précises. Ça, c'est à s'explorer après en. Ouais, c'est très bien. Bah, justement, c'est pour si vous voulez en savoir plus sur les programmes et sur les parcours que nous proposons pour pouvoir développer la posture de manager coach, un lien vous a été envoyé par Julien sur le chat. Donc du coup, n'hésitez pas à nous le solliciter parce que c'est vrai que même au niveau des tarifs, je vois la question de Jean-Bernard, cela dépend aussi beaucoup des entreprises. Donc du coup, je vous invite à prendre contact avec nous directement pour que nous puissions en discuter avec vous. Je vois que l'heure tourne, je vois qu'il est bientôt l'heure de la fin. Écoute, Nathalie, je te propose de prendre encore quelques petites questions. Je pense qu'on a encore 2-3 minutes pour prendre quelques questions de l'audience. Je sais qu'on a répondu un peu au fur et à mesure, mais si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas.
Alors, J'en vois une qui est comment oui. différencier le manager coach qui pousse à réfléchir du manager qui délègue tout. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a clarté des rôles, clarté des responsabilités. Ça dépend ce qu'il délègue. S'il délègue, quel est son périmètre d'action à lui? Est-ce qu'il doit, c'est un manager qui est aussi doit être productif ou qui est que manager de personnes? Qu'est-ce qu'on appelle la délégation dans son périmètre? Le manager coach, il n'est pas là pour déléguer, il est là pour effectivement pousser à la réflexion de ses collaborateurs et à faire que les collaborateurs trouvent leurs propres réponses. Mais en même temps, finalement, si c'est les managers d'hommes et de femmes, s'il arrive à faire ça, est-ce que le rôle principal du manager, c'est pas de faire grandir son équipe? On peut se poser la question. Donc, en tout cas, on pense que ça y contribue largement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Merci à vous. Est-ce que ça peut être en charge? Là, est-il en replay? Oui, il sera en replay, je le précise pour Aurélie. Et Laurence qui demande, est-ce que cela peut être pris en charge au titre du CPF? Je te laisse répondre là-dessus, Nathalie. Non, je ne sais pas. Donc, je ne vous laisse pas répondre là-dessus. Je pense que oui, mais alors effectivement, moi aussi, je pense aussi que oui. J'ai dit non, pas non à la réponse, mais non à, pas non à la question, mais non à oui, j'espère aussi filer la question. Si on a certaines personnes commerciales, elles vous répondront. Nous, on était là plutôt sur vous donner envie d'en savoir plus et vous apporter beaucoup de réponses. Et comme j'ai trouvé, ça pousse à réfléchir. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'était un peu notre objectif quand même, qu'on réfléchisse à cette question de l'hybride, qu'on en prenne conscience. Voilà, Maxime a répondu pour le CPF. Que vous preniez conscience tous collectivement, qu'on prenne tous conscience collectivement et qu'on agisse intentionnellement. Je vois d'ailleurs qu'on a une question de Nirlène qui demande, pouvez-vous communiquer vos sites internet SVP? Donc ça, je vous laisse. Je vois qu'il y a Julien qui commence à envoyer des liens. Donc du coup, vous y avez accès. Objectif atteint, vous avez donné envie d'en savoir plus. Ouais. Ben, super, c'est exactement ce qu'on voulait faire parce que le manager coach, c'est effectivement une thématique qui va être de plus en plus d'actualité. Donc clairement, je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Il y a une question intéressante aussi. Est-ce que vous prenez aussi en compte les aspects psychologiques dont on parlait au début oui, alors, dans nos accompagnements, parce que ce n'est pas des formations que nous fournissons, c'est des accompagnements. Oui, bien sûr, surtout quand on accompagne au manager coach, en fait, il y a toute une partie où on lui fait prendre conscience que les émotions, c'est essentiel. Et donc, quand on parle de poser des questions, c'est aussi faire émerger l'émotionnel. Et en même temps, faire prendre conscience, comme on l'a dit plusieurs fois, le manager coach n'est pas un coach et le coach n'est pas un psy. Il y a plusieurs étapes. Et donc, il y a certains sujets qui doivent des fois être confiés aux personnes compétentes. Donc, en tout cas, on ne pense pas que ce soit le rôle d'un manager coach de se transformer en psy de ses équipes. Par contre, d'être capable de détecter les signaux faibles. On parlait tout à l'heure des signaux faibles. À distance, les signaux faibles, c'est plus difficile. Le burn-out, c'est plus difficile. Donc, équiper les managers pour qu'ils soient plus capables de repérer ça, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes reconnu par ICF? C'est ce que j'ai vu. Non, nous avons des coachs qui sont ICF. Tous nos coachs sont ICF. Voilà, exactement. Mais nous ne sommes pas d'une formation, donc nous ne sommes pas reconnus puisque nous ne formons pas, nous accompagnons, encore une fois, des managers coachs et nous ne formons pas au coaching, nous accompagnons des managers coachs. Alors, comment évaluer la performance dans les organisations hybrides? Eh bien là c'est pareil, on est dans la notion de, on en a parlé tout à l'heure du management par objectif, des objectifs fast plutôt que smart. Ensuite c'est la même. En fait, c'est une très bonne question. Il va falloir sans doute se reposer, vous vérifier que les indices de performance mis en place fonctionnent à distance. D'ailleurs, il y a un des articles de Harvard Business Review que je vous conseille parce qu'ils évoquent cela. Ça vaut le coup de repenser les indices de performance pour voir s'ils sont applicables et s'ils sont équitables, en fait. C'est le mot-clé. Équitables avec les full remote, les télétravailleurs et les présentiels, en fait. C'est cette logique-là qu'il va falloir avoir. Voilà. Eh bien, on peut arriver dans les 2 minutes vers une petite conclusion. Je pense que ça nous permettra de finir pile à l'heure. Vraiment, c'est top, on est pile à l'heure. Pour répondre juste à la question d'Élise, le replay vous sera envoyé dans les prochains jours par email, je pense directement par My RH Line. Écoutez, juste avant de finir, je voulais juste vous dire qu'il y a une petite enquête qui a été déposée dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis sur ce webinaire. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça nous fait vraiment très plaisir. On serait ravis de recueillir votre feedback pour justement nos futurs événements, pour voir si jamais il y a des thématiques que vous voulez voir abordées ou si jamais il y a des retours que vous voulez partager. N'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous
directement via le en envoyant un email, excusez-moi, à contact@moveone.fr, l'adresse qui s'affiche sur l'écran. On sera ravis de vous répondre. Et j'en profite d'ailleurs, juste avant de vous laisser partir, pour vous inviter d'ores et déjà à notre prochain événement le 4 mai, en compagnie donc d'Alain Manoukian, qui est donc, et de Nathalie d'ailleurs aussi. Oui. Donc Alain Manoukian, je vous le rappelle, qui est coach et cofondateur de MoveOne, qui parlera donc du leadership de soi et de l'auto-coaching pour pouvoir justement accompagner une transformation personnelle et professionnelle. Donc le lien d'invitation vous a été envoyé sur le chat, et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur LinkedIn pour ne pas le manquer, car nous allons aussi publier du contenu par rapport à ce webinaire, bien évidemment. Il est 14h59, c'est la fin de ce webinaire. Donc, un grand merci à toi, Nathalie, pour toutes les informations que tu as partagées. C'était vraiment très intéressant. Je vois que tous les retours sont positifs. Jean-Luc, c'est donc le 6 mai, le webinaire, je le précise. Du coup, pour remercier encore à toi, donc Nathalie, pour avoir fait la lumière sur cette posture de manager coach. Donc, on va beaucoup en entendre parler dans les prochains mois. Et enfin, un grand merci à vous pour votre présence. C'était vraiment un plaisir d'animer ce webinaire pour vous. J'espère vous retrouver très bientôt pour discuter d'autres sujets liés au développement personnel, au management, au coaching. Une excellente après-midi à vous, à très bientôt et bon courage dans cette situation. Courage, la fin arrivera vite, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis pas sûr, mais je le pense très fort. Et on est tous merci beaucoup à vous. hybrides maintenant. Merci, bonne journée à tous. Et à très merci bientôt. beaucoup, Merci, bon après-midi à vous et n'hésitez pas du coup à nous contacter via contact@moveone.fr. La fin de la crise, je voulais dire, Anne. Oui, mais bon, c'est bien. On a réussi à vous la faire oublier pendant 1 heure, donc du coup, franchement, c'est mission accomplie, on peut le dire. Merci beaucoup encore à vous. Le webinaire se sera envoyé. Merci à vous.